Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 2 février. Au sommaire aujourd'hui, retour sur le conseil communal du lundi soir avec deux membres du législatif, Patrick Boux et Jonas Donnet. On revient sur le crédit de réalisation du pôle sécuritaire accepté quasiment à l'unanimité pour 14 millions avec ou sans ambulance. On en parle en plateau. En sport, petit tour sur la glace en compagnie de Daniel Blas, président du HC Nyon. Il commande cette saison à blanc, malheureusement sans toucher le puck. Ensuite, en culture, on profite d'un moment pour prendre le large sur le lac avec cet ouvrage, Léman bien plus qu'un lac, un projet photographique rassemblé par Vincent Guigné et Claude Duzé dans un livre signé autour des textes de Blaise Hoffmann. Lundi soir, le conseil communal de Nyon a accepté d'octroyer un crédit de réalisation de 14 millions pour la construction d'un hôtel de police et de 617 000 francs pour des aménagements fonctionnels au bâtiment du SDIS. On en parle avec nos deux invités, Patrick Boux et Jonas Donnet. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, on va revenir sur ce conseil. Vous êtes président et rapporteur de la commission concernant ce dossier. Un rapide retour, comment ça s'est passé hier soir ? Alors, sur l'hôtel de police, en l'occurrence, ça a été très vite accepté parce qu'il n'y avait pas eu de grosses dissensions sur le sujet. Et puis, par ailleurs, c'est nécessaire à l'accréditation de notre police qu'on ait un hôtel de police. En conséquence de quoi, ça n'a pas trop déblatéré sur la question. Ouais, et pourtant, c'est un dossier qui traîne depuis 15 ans. J'aimerais revenir sur les rapports de commission. Il a fallu 4 séances à 4 reprises justement pour l'examen du rapport préavis numéro 116 de 2019. On a l'impression que justement, c'était un peu fastidieux. Oui, effectivement, parce que là, l'idée, en fait, c'était d'intégrer en fait, les ambulances au projet d'un pôle sécuritaire, en fait, pour qu'il y ait l'ensemble des acteurs feu bleu qui soient présents sur un même site, pour faciliter la coordination, etc. Et parce que tout a commencé parce que les ambulances, elles avaient des locaux qui n'étaient plus en normes, en conséquence de quoi il fallait éventuellement passer une solution pour éviter que les ambulances se délocalisent dans un lieu autre que Nyon. Patrick Boux, si l'on résume, on peut dire que vous êtes d'accord sur le fait que c'est un très beau pôle sécuritaire, mais là où vous vous inquiétez, c'est sur la vision politique concernant ces ambulances. Est-ce qu'il y en a une de vision politique à votre avis ? C'est la question qu'on peut se poser. Effectivement, je pense que sur l'hôtel de police, il y a un immense consensus pour faire cet hôtel de police. Comme a dit Jonas, on n'a pas le choix, c'est pour avoir l'accréditation. Après, la question, c'était surtout la question des ambulances. On a un service d'ambulance actuellement à Nyon. Ce service d'ambulance est dans des locaux qui ne sont plus aux normes, donc doit déménager. La question politique, c'est de savoir si on veut les garder à Nyon ou pas. Après, il y a la question aussi de bon sens et de logique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut les garder à Nyon ou pas ? Est-ce qu'on a la possibilité de les mettre quelque part ? C'est en ça aussi que c'est devenu un gros serpent de mer lié à l'hôtel de police et aux ambulances, parce que justement, dans le projet de départ, hôtel de police et ambulance devaient être au même endroit à Champ-Collin. Et c'est là où vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Si on reprend justement le conseil communal de hier soir, une intervention de Pierre Girard qui dit que finalement ces ambulances, oui, c'est important qu'elles existent, mais pas forcément à Nyon. Mais à nouveau, la question est une question finalement de bon sens. La ville a acheté une parcelle qui est située juste à côté, qui est la parcelle 1093 qui appartient à la famille Lude. Sur cette parcelle-là, on pourrait très bien y mettre les ambulances. Et on pourrait avoir un pôle, alors on parle de pôle sécuritaire, j'aime pas le terme pôle sécuritaire, je préfère appeler ça pôle de secours, parce que les pompiers et les ambulances sont plus secours que sécuritaires. On pourrait très bien imaginer de réfléchir pour les avoir au même endroit. Ce serait possible de prendre une partie de cette parcelle pour y mettre les ambulances. Ouais, ce que la municipalité vous répond, c'est que forcément, il faudra attendre déjà jusqu'en 2026 que cette parcelle soit disponible. Et puis, un détail, mais qui n'est pas des moindres, changer l'affectation, puisqu'il faudrait la rendre zone d'utilité publique. Oui, alors, deux choses. Si on fait que des choses simples, en politique, on ne fait plus rien. Parce que tous les projets sont compliqués. On peut perdre en Colovray,
tous les projets, vous avez toujours des difficultés. Mais entre nous, Swati, est-ce que c'est compliqué de changer une zone d'affectation? Alors ça, c'était le deuxième point, Ouais. c'est que ce n'est pas compliqué de changer une zone d'affectation. Il ne s'agit pas de faire un nouveau plan de quartier, il s'agit de faire un remaniement parcellaire, c'est très vite fait. Et ensuite de changer l'affectation, de mettre en zone d'utilité publique. Ça prend 2-3 ans pour faire ça par rapport à un plan de quartier qui devrait être constitué où là on serait plus sur 10 ans, 15 ans. Jonas Denay, je reviens vers vous. Ces ambulances, important qu'elles existent, à Nyon ou pas, quel est votre avis sur la question? Nyon, c'est quand même un bassin de population qui est de 22 000 personnes. Donc c'est la zone la plus importante et à mon sens, oui, c'est important qu'ils soient présents à Nyon parce qu'au moment de leur intervention, ils doivent souvent revenir à la caserne pour remettre en place leur ambulance. Donc ça implique aussi que s'ils sont dans les heures de pointe et puis que Nyon est engorgé, ça va forcément prendre plus de temps avant qu'ils soient de nouveau alarmés par la centrale d'alarme. Enfin, qu'ils puissent de nouveau être mobilisés en fait. Donc tout ça, c'est du temps qu'on économiserait. Le fait d'être en désaccord avec le PIN, Patrick Boux, on arrive en période d'élection, forcément, là, encore une fois, la droite qui n'est pas d'accord. Oh, je ne sais pas si la droite n'est pas d'accord. Le centre-droit, voilà, c'est 4 partis. Si on était tous d'accord sur tout, on serait tous dans le même parti. Je pense que c'est compliqué quand même de comparer un Vert libéral à un UDC, etc. Après, là, on parle de projets vraiment très concrets et tout. Là, on n'est pas sur... Du coup, j'en profite, puisque vous êtes là les deux, un vert libéral. Encore une fois, les élections arrivent. La question sera de se poser, mais qu'est-ce qui vous différencie? Pourquoi est-ce qu'on voterait vert ou vert libéral concernant ce projet des ambulances? Qu'est-ce qui vous distingue? C'est une bonne question. Sur ce projet-là, je ne suis pas sûr que... Je pense que Jonas et moi, on était à la fois dans les commissions sur les ambulances et sur l'hôtel de police et on était d'accord, je pense, sur tout. Je n'ai pas souvenir d'avoir de grands... Le prix de la police, 14 millions pour ce pôle? Alors évidemment, c'est un bâtiment qui coûte cher parce que c'est un bâtiment qui est très particulier, avec des cellules, avec des normes, un cahier des charges très contraignant. C'est forcément un bâtiment qui coûte cher. C'est un bâtiment sur lequel on va recevoir un loyer de la part du canton de Vaud, mais c'est sûr que c'est un investissement important. Mais c'est un investissement qu'on n'a pas le choix, en fait. Dès le moment où on veut cette accréditation, il faut cet hôtel de police, il faut respecter le cahier des charges, et ce cahier des charges amène ce coût de 14 millions. Jonas Denay, le fait que 14 millions pour la police, ça vous parle? Là, pour le coup, je rejoins les propos de Patrick. Effectivement, il y a tout qui a été dit. Je ne vais pas rajouter grand-chose. Donc ça peut être surprenant que finalement les Verts s'intéressent à ces questions de sécurité. Les Verts, de toute façon, s'intéressent à la sécurité de la population, évidemment, oui. C'est sûr. Et puis, d'une manière globale, au secours et puis à la capacité de la ville à apporter des prestations qui permettent justement d'assurer la santé de sa population. Jonas Denay, un mot pour la suite. Maintenant, qu'est-ce qu'il lancera dans les grandes lignes au niveau du calendrier pour ce pôle sécurité et pour ces ambulances? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, l'hôtel de police, a priori, le projet est entériné, donc ça va se faire. Par contre, les ambulances, effectivement, là, on est un peu heurté à ce qu'on pourrait qualifier d'une absence de volonté politique de les avoir à Nyon. Et puis là, du coup, c'est un peu plus incertain. Donc vous attendez quand même une réponse de la part de la municipalité, si je vous entends? Oui, parce qu'un postulat a été voté au conseil communal. Pas de réponse hier soir lors du conseil, de ce que j'ai compris. Non. Donc là, du côté des Verts, vous attendez une réponse. Si vous pouviez faire la demande, voilà, vous êtes impatient de la voir. Très bien, Jonas Denay, Patrick Boux, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très bientôt. Au revoir. On parle hockey à présent dans NRTV, alors que la saison devrait battre son plein en ce moment et puis qu'on devrait couvrir d'ailleurs la plupart des matchs de la région. Eh bien, le maudit virus en a décidé autrement et a empêché les joueurs de chausser les patins. Comment tenir alors sans toucher le puck et comment rester optimiste pour la suite? Ce sont les questions qu'on va devoir poser à Daniel Blaha, président-entraîneur, mais aussi joueur au HC Nyon. Bonjour Daniel. Bonjour Alexandre. Daniel, comment ça va, le moral des troupes en cette période un peu trouble? Écoute, c'est clair que là, en ce moment, c'est difficile. Si on parle purement de hockey, on n'a pas touché le puck, qu'on peut dire. On a fait 2 matchs en début de saison, début octobre, et on a dû ranger
l'équipement depuis. Donc c'est assez étonnant. C'est comme tout le monde, on a changé notre mode de vie. Donc pas de hockey pour les joueurs, donc c'est difficile. Comment vous avez vécu justement d'être coupé dans votre élan en fait? Parce que du coup vous avez quand même chaussé les patins, vous avez fait 2 matchs, et puis la saison commençait bien pour vous, et puis d'un coup stoppé dans l'élan. C'est clair, on a passé tout l'été avec le comité à préparer la saison, à réserver les glaces. On a commencé la préparation estivale, on a fait notre tournoi de préparation, 2 matchs. Une bonne dynamique, un groupe qui fonctionnait bien et on a senti que quelque chose allait se passer. Le 3e match a été annulé pour premier cas de Covid dans l'équipe adverse et quelques jours après, l'annonce a été faite quand les championnats étaient arrêtés. Tu comprends d'ailleurs ces décisions, on va dire Je le respecte puisque déjà nous on était dans des cas, on a dû annuler des matchs parce qu'il y avait des cas et on voulait limiter la propagation. Et donc oui, je veux dire, on ne va pas commencer à jouer au hockey alors qu'on voit tous les drames qui se passent tous les jours. Après, est-ce qu'on aurait pu continuer à s'entraîner avec des entraînements différents, en nombre limité? Peut-être. Mais bon, on respecte la décision. Mais c'est vrai qu'on a arrêté direct. Les décisions ont été faites en plusieurs phases. Donc on nous a donné dans un mois, on réévalue. Ça a été réévalué. Puis à Noël, la décision est tombée. Pas de championnat. Et là, c'est fini. On ne mettra pas les patins. Alors, il y a le manque du sport, il y a le manque de la glace. Mais il y a aussi, et surtout, c'est ce qui vous manque, c'est le lien social, en fait, que vous aviez avec votre équipe. C'est de vous voir, quoi. Clairement. C'est vrai que c'est fantastique. Je vois les images là qui passent. Ça fait un pincement au cœur. C'est de partager, de transpirer. C'est bizarre de voir ça. Oh, ouais, je ne vais pas verser une petite larme, mais presque, non. Mais il y a le lien social. Je veux dire, ça, ce qui nous manque. On est quand même des humains. On a besoin les uns des autres et ça nous manque beaucoup. Surtout dans les phases difficiles, là où on pourrait soutenir, s'encourager, les gars qui n'ont pas le moral, on se retrouve dans le vestiaire et là on l'a pas. Donc, vous avez quand même réussi à faire quelques petites sorties en ski de fond apparemment avec l'équipe, mais oui, avec quelques joueurs de l'équipe. Après, encore une fois, les agendas, on essaie de se voir un petit peu. Donc on a eu quelques petites sorties avec la neige qui est tombée ces dernières semaines, c'était fantastique. On a pu aller juste au-dessus à Saint-Georges skier de nuit avec quelques gars de l'équipe. Donc oui, mais ça n'a rien à voir avec l'émulation d'un match et de partager ces moments sur la glace. Ouais. Financièrement, comment survit le HC Nyon? Comment ça se passe? Écoute, nous avons la chance d'avoir un club qui a plus de 40 ans, qui a les reins solides, donc on a fait attention. C'est clair que les équipes sont... le fonctionnement des équipes est plutôt déficitaire, donc si on ne joue pas, on dépense moins. On n'a pas de revenus non plus, donc on arrive à s'en sortir. On s'en sort. Je veux dire, il ne faudra pas que ça dure trop longtemps, mais aujourd'hui, on s'en sort. La priorité est donnée aux jeunes. Comme je te l'ai dit auparavant, on a réussi à démarrer des écoles de patinage et des écoles de hockey. Donc il y a ça qui continue quand même. On est très heureux quand même pour les gamins, qu'on puisse leur donner quand même ce plaisir. Et eux, ils peuvent patiner. Ouais. Donc je les envie un petit peu. Oui, c'est ça. Vous restez tous un peu disons les entraîneurs qui sont aussi des joueurs de la première équipe, en partie, ils ont la chance d'aller un peu toucher la glace avec les jeunes, donc tant mieux pour eux. Mais écoute, c'est la priorité pour qu'on puisse permettre à jouer à tous ces gamins et aux patineuses aussi. Donc grâce au partenariat avec patineur.ch qui gère la patinoire de Nyon, on a pu démarrer l'activité. Il y a aussi, pour parler budget encore, vous réalisez la plupart de votre budget justement, enfin de votre chiffre d'affaires pour vous permettre de réaliser vos activités lors du Paléo, puisque vous tenez un bar. Alors oui. Paléo n'a pas eu lieu en 2020. Là, on se pose encore des questions sur la tenue du festival en 2021. À quel point ça change quelque chose justement ça pour vous? Alors c'est clair, l'année dernière, on a eu 0 de subsides, on n'a pas eu d'aide, on n'a pas pu travailler avec Paléo, donc ça c'est un coup dur. On est en train de travailler pour des subsides de la Ligue, donc on peut peut-être compenser. Si ça perdure, il va falloir qu'on réévalue comment on va faire, c'est clair. C'est vraiment une grosse partie de notre budget, c'est un partenariat qui date depuis la fondation du club en fait. Donc on va, avec le comité, on va devoir trouver des solutions. Ouais, trouver peut-être d'autres solutions puisque l'avenir est incertain pour la tenue justement. Clairement, pour moi la priorité c'est qu'on puisse remettre les patins. Après le côté financier, on trouvera des solutions. Rechausser les patins en mars, vous y croyez ou pas? Honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, si tout va bien et qu'on peut reprendre nos activités, que ce soit d'aller jouer au tennis ou de faire d'autres activités, pourquoi pas? Mais bon, la saison est terminée, donc si on y va, c'est juste pour le plaisir de se retrouver. Non, j'y crois pas vraiment. Ouais. Vous regardez plutôt un peu plus loin sur la prochaine saison qui commencera donc à la fin de 2021. Je pense comme tout le monde, et quand on écoute les news, c'est clair que ça ne va pas se régler dans un mois ou deux. Donc il y a encore pas mal d'étapes. Il y a le vaccin qui arrive, on verra ce que ça nous apporte. Je le souhaite que ça va vraiment trouver une bonne solution pour nous tous et qu'on puisse planifier la saison 2021-2022. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour la suite et puis je pense qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter à tous, que ça aille mieux et qu'on se débarrasse de ce fichu vaccin. Ouais.
de ce La fiche. La fiche. Oui, qu'on s'en débarrasse et qu'on nous l'injecte. Non, je plaisante, mais qu'on se débarrasse du virus. Qu'on se débarrasse du virus. Forcément. Et puis peut-être que le H Seignon puisse avoir sa patinoire. Alors à là, proximité. encore, je pense qu'on va déjà s'occuper du virus. Ça, c'est plus. Non, la patinoire, ça serait vraiment le top. Ça serait vraiment le top. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tout cas, merci beaucoup Daniel Blaha. Donc, je rappelle que vous êtes président, entraîneur et aussi joueur, on l'aura compris, du H Seignon. Plein succès à vous et puis on croise les doigts pour la saison prochaine. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. On profite de prendre le large avec Léman bien plus qu'un lac, un projet photographique de 2 photographes, bien sûr, Vincent Guignet et Claude Ducé, dans un livre paru aux éditions Glénat et autour des textes de Blaise Hoffmann. Bonjour messieurs, Bonjour. Merci d'être avec nous, l'écrivain et le photographe. On commence cette discussion avec vous, Vincent, puisque finalement ce livre part d'une rencontre avec Claude. Comment est-ce que tout a commencé? Expliquez-nous. Alors ça a tout commencé à Nyon, justement, au Palais au Festival, où on faisait des photos ensemble. Enfin ensemble, lui il était photographe officiel, moi je travaillais pour l'Hebdo je crois à l'époque. Et puis on s'est rencontrés, on s'est super bien entendus et puis de fil en aiguille on a décidé de faire un projet ensemble. Un projet autour du lac, le Léman, pourquoi? Moi j'habite carrément au bord du Léman, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis Claude, il aime beaucoup aussi ce lac. Et puis on avait un autre projet avec des artistes, mais c'était compliqué, il fallait demander des autorisations, on avait souvent des refus, des mails, en pagaille, et puis on s'est dit... Plus facile de photographier le lac. Ouais, exactement, et puis on s'est dit au moins on a moins d'autorisations à faire, c'est plus simple, on peut aller un peu se promener et puis voir ce qu'on en tire, quoi. Pourtant, de l'humain, il y en a. On parlera d'ici quelques instants de tout ça. Blaise, pour les textes, une introduction qui est assez personnelle. Ce lac, selon vous, qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il est? C'est beaucoup de choses. Je sais pas, par exemple, nos amis les Suisses allemands, ils ont aussi cette origine alpine, mais après l'Euro, elle part vers le nord, quoi. Et nous, on part vers la mer Méditerranée. Ce lac, c'est le lien vers l'Antiquité, la mer Méditerranée. C'est un grand vide pour la contemplation. Et puis, c'était l'occasion de faire un beau livre aussi. Les photos, en quelques mots, qu'est-ce que toi, tu en as pensé quand tu les as vues? Est-ce que c'était le lac que toi, tu avais l'habitude de regarder ou est-ce que ça t'a apporté un autre regard? Non. Et puis, ce qui est super, c'est que c'est surtout le projet, c'est-à-dire c'est le long terme de notre époque. On est tous dans l'efficacité, la rentabilité. Ils se sont promenés pendant 4 ans, quand même, ces deux messieurs, pour ramener des photos qui ont une grande poésie, qui résistent. On peut feuilleter ces livres plusieurs fois, 10 fois, 20 fois. Ça résiste. Donc ils arrivent vraiment à renouveler un regard sur quelque chose qu'on a devant les yeux là, tous les jours. Et donc c'est pour ça que j'étais partant pour accompagner ces images de texte. Ouais. Vincent, vous êtes partis toujours à 2 sur le terrain. Comment ça s'est passé? C'est soit on y allait vraiment, on se disait rendez-vous tel jour, on va se balader, on trouve un coin et puis on essaye de se promener un maximum dans cette zone. Ou autrement, on avait carrément rendez-vous avec des personnes pour aller dans leur lieu de travail, dans leur univers. Comment est-ce que vous les avez choisis, ces personnes? Qu'est-ce qu'il fallait pour qu'elles soient photographiables? En fait, ça commence par une première rencontre, comme avec mon ami Manu le pêcheur. Puis en fait, après, les gens, ils nous donnent des adresses, ils nous disent « Ah, mais lui, il faut aller, il fait des bateaux, c'est incroyable. » Et puis, de fil en aiguille, on a tissé un réseau de personnes qui travaillent sur le lac. J'imagine que c'est quand même des personnalités, ces personnes qui façonnent le lac. Oui. Est-ce que vous avez peut-être un personnage qui vous reste comme ça en mémoire parce qu'il est fort? J'ai Jackie Caudray, pardon. Scaphandrier, et puis notre Jean-Paul Sartorio, qui est malheureusement décédé, mais là, c'était vraiment une très grande journée avec lui. Ouais, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Mais on est arrivé. Ça sent l'épopée. Ouais, un petit peu. On est arrivé, il était un peu bougon, mais ça a été au bout d'un moment. Puis il nous a fait visiter son atelier de A à Z. Pour finir, on a fait 2 ou 3 photos. Puis vers 15h, même pas 14h, on a fini. On est reparti. Je crois que c'était 20h30 après quelques bouteilles de chasse-là, quoi. Il en faut. Avec tous ses copains et tout, non, c'était vraiment incroyable. C'était génial. Ouais. Alors, on a quelques images qu'on va voir à l'écran de Claude, pour le coup, parce qu'il n'est pas avec nous, donc on a décidé de le mettre un petit peu en image. Blaise, quand tu vois ces images, qu'est-ce qu'elles représentent pour toi? On les voit là dans le retour. Alors là, on a pour une fois une image qui est peut-être plus traditionnelle. Une des rares photos, peut-être un peu exotique, un peu carte postale. Ce que j'aime
Ouais, ce qui m'a vraiment séduit chez eux, c'est d'aller chercher ce petit détail évocateur, un petit détail qui représente vraiment l'identité lémanique, quoi, ce que j'appelle la lémanitude. Le fait que ce soit en noir-blanc, ça t'a surpris? Ouais, ça c'est une super règle qui se sont fixées, qui dynamise, parce que le lac est éminemment coloré, évidemment. On aime photographier ses couchers de soleil, et là tout à coup, on doit aller chercher autre chose. Ouais. Là, on a quelque chose de l'aspect un peu plus poétique, hein. Je ne sais pas si c'est ce que tu ressens. Alors le personnage, tu peux en parler? Lelo Lachmeyer, qui est aussi pêcheur agnon d'ailleurs, un personnage aussi haut en couleur, très sympa, il nous a accueillis super bien avec sa femme, son fils aussi, donc c'était magnifique aussi, une super journée. Et puis beaucoup de contrastes, on voit entre le côté vacancier balnéaire du Léman, on a vu avant le TF35, c'est ces nouveaux catamarans foil hyper technologiques qui devraient normalement commencer à faire des régates là, ces temps. Et puis de l'autre côté, Manu, on voyait pousser sa brouette avant de poisson, donc un léman ancestral, un léman technologique, un léman touristique, un léman aussi avec propriété privée. Je t'ai permis une double page assez magique avec tous les accès interdits, parce que le lac Léman, c'est aussi ça. C'est aussi ces petits sentiers, on a envie d'y aller, mais on se retrouve face à des grandes haies de tuyas et puis des chiens méchants. Tout y est, avec pas mal d'humour, mais surtout beaucoup de poésie, je trouve. Un mot finalement, parce que tout ça, c'est finalement dans une exposition au musée du Léman qui est malheureusement fermée, mais ces photos peuvent se voir au musée. Oui, tout à fait. Il y en a 80 sorties du livre qui sont au musée, mais qui attendent une ouverture, j'espère, toute soudaine. Ouais, toute soudaine. Et puis à l'avenir, est-ce que ça vous a donné envie de créer d'autres projets, je ne sais pas, ici dans la région encore? Oui, on a des projets qui sont sous le coude, là, sûrement en noir et blanc aussi, sûrement avec des gens. On va voir, quoi. Blaise, de ton côté, du côté de l'écriture, quels sont tes projets pour la suite? Il y a toutes sortes, il y a des commandes, il y a des projets personnels, il y a du voyage, il y a de nouveau des choses plus patrimoniales. Donc, toutes ces choses qui nous semblent interdites pour l'instant. C'est une petite parenthèse. On reste positif. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous pour ce livre Léman, bien plus qu'un lac. C'est tout pour la quotidienne du 2 février. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Très belle soirée à tous.